En 1958, alors que l'ère du jet faisait irruption dans l'aviation commerciale, les compagnies aériennes commencèrent à redéfinir ce que les passagers attendaient du voyage aérien. Le Boeing 707 de Pan Am reliait New York à Paris en environ 8h40 avec une escale de ravitaillement à Gander, naviguant à une vitesse allant jusqu'à Mach 0,87, soit environ 550 à 600 miles par heure. Les passagers sirotaient du champagne à 35 000 pieds, tandis que l'appareil dévorait l'Atlantique à une vitesse qui, à peine une décennie plus tôt, était réservée aux chasseurs militaires. La vitesse était aussi le produit. Et pour le prix d'un billet qui, corrigé de l'inflation, coûterait aujourd'hui plusieurs milliers de dollars, les compagnies aériennes acheminaient leurs passagers en Europe plus vite que certains vols modernes ne le font en ce moment même, en 2025. Pendant près de 2 décennies, cette équation tint bon. Plus vite signifiait mieux. Les compagnies aériennes ne se faisaient pas concurrence sur l'économie de carburant, mais sur le temps de trajet. Le Convair 990 atteignait Mach 0,84 en croisière. Le Concorde pulvérisa toutes les hypothèses à des vitesses supersoniques. La vitesse était la trajectoire unique de l'aviation. Puis quelque chose d'étrange se produisit. L'aviation commerciale fit discrètement marche arrière. Les avions d'aujourd'hui naviguent entre Mach 0,78 et 0,85. Le Boeing 787 Dreamliner, l'avion long courrier le plus avancé en service à grande échelle, plafonne à environ 570 miles par heure en croisière typique. C'est sensiblement plus lent que ce que le 707 parvenait à faire il y a plus de 60 ans. Les compagnies aériennes ont simultanément ajouté 30 à 60 minutes à leurs horaires publiés depuis les années 1990. Un vol de New York à Houston qui prenait 2h37 en 1973 est désormais programmé à environ 4 heures. Mais voilà ce qui n'a aucun sens. La technologie s'est améliorée dans toutes les dimensions mesurables. Les matériaux sont plus légers, les moteurs sont plus puissants. La navigation est d'une précision GPS. Chaque variable suggère que les vols devraient être plus rapides. Pourtant, l'ensemble de l'industrie vole délibérément plus lentement. Non pas parce qu'elle ne peut pas voler plus vite, parce qu'elle a calculé, au centime près, que la vitesse ne vaut plus la peine d'être payée. Alors, comment le mode de transport de masse le plus rapide a-t-il décidé que ralentir était la décision la plus intelligente qu'il ait jamais prise ? Pour comprendre pourquoi les compagnies aériennes ont abandonné la vitesse, il faut comprendre ce qui est arrivé au coût du carburant et pourquoi cela a fondamentalement réorganisé toutes les priorités opérationnelles de l'aviation commerciale. Lors du début de l'ère des avions à réaction, le carburant était presque négligeable en tant que facteur de coût. Le kérosène coûtait l'équivalent de 10 à 20 cents le gallon. Les salaires des équipages et les coûts en capital des appareils dominaient les budgets des compagnies aériennes. Voler plus vite signifiait tirer davantage de vols par jour d'avions coûteux et de pilotes coûteux. La vitesse permettait d'économiser de l'argent. Puis, la crise pétrolière de 1973 a détruit ce calcul du jour au lendemain. Les prix du carburant ont quadruplé. Soudain, le coût variable le plus important pour les compagnies aériennes n'était plus les équipages ni le capital. C'était le kérosène. La physique était impitoyable. La traînée aérodynamique augmente avec le carré de la vitesse. Voler à Mach 0,90 plutôt que Mach 0,82 ne consomme pas 10% de carburant en plus. Cela consomme une quantité de carburant disproportionnellement supérieure car l'appareil doit pousser à travers une résistance de l'air qui est expansionnellement plus grande. Aux vitesses transsoniques, à l'approche de Mach 1, des ondes de choc se mettent à se former sur les surfaces des ailes, créant une traînée d'ondes dévorant l'énergie à un rythme stupéfiant. Les avions capables de voler vite ne pouvaient pas voler à moindre coût. Les avions capables de voler à moindre coût ne pouvaient pas voler vite. Le compromis semblait gérable lorsque le kérosène était presque gratuit. Il devint existentiel lorsque le carburéacteur devint très cher. En 2024, la facture collective de carburant de l'industrie aérienne mondiale était estimée à 291 milliards de dollars selon l'IATA. Chaque nœud de vitesse de croisière se traduit directement en dollars brûlés. Et les calculs ne sont pas en faveur de la vitesse. L'industrie n'a pas abandonné la vitesse à contre-cœur. Elle a couru à toutes jambes vers la lenteur. Le mécanisme opérationnel régissant la vitesse à laquelle vole chaque avion commercial porte un nom spécifique. Il s'appelle le Cost Index, l'indice de coût. Le système de gestion de vol de chaque avion de ligne moderne calcule la vitesse de croisière optimale grâce à un ratio.
les coûts liés au temps divisés par les coûts de carburant. Le résultat est un nombre qui va de 0 jusqu'à 999 sur un Boeing 757, de 0 jusqu'à 99 ou alors jusqu'à 999 sur un avion Airbus selon le fournisseur du système. Un cost index de 0 ordonne à l'avion de voler à la vitesse de portée maximale, en brûlant le strict minimum de carburant, quelle que soit la durée du vol. Un cost index de 999 commande la vitesse maximale en arrivant aussi vite que possible indépendamment de la consommation de carburant. Dans les années 1960, lorsque le carburant était bon marché et que le temps d'équipage coûtait cher, le cost index implicite était élevé. La vitesse était rentable parce qu'elle réduisait la variable la plus coûteuse. Aujourd'hui, l'équation s'est inversée. Le carburant est le coût dominant. Le temps est relativement bon marché. Les compagnies aériennes exploitent désormais la plupart des vols avec des cost index bas, ordonnant à leurs avions de croiser bien en dessous de leur capacité maximale. En 2007, une étude sur le Boeing 737-800 a démontré que la réduction du cost index de 12 entraînait des économies de plusieurs millions de dollars tout en ayant peu d'impact sur les horaires. Voyez-vous, les avions ne sont pas plus lents parce qu'ils sont moins performants. Ils sont plus lents parce que leurs propres ordinateurs ont reçu l'instruction, mathématiquement, que ralentir, c'est la décision économique optimale sur chaque vol, sans exception. C'est le vol à indice de coût. Et cela a transformé l'industrie tout entière. Mais le ralentissement n'est pas purement un choix opérationnel. La technologie elle-même a changé. Le Boeing 707 utilisait des turboréacteurs à faible taux de dilution. Ces moteurs fonctionnaient en accélérant une masse d'air relativement faible à très haute vitesse. Ils étaient bruyants, gourmands en carburant et rapides. Ils étaient optimisés aérodynamiquement pour des vitesses de croisière plus élevées. Les avions modernes, eux, utilisent des turboréacteurs à double flux à haut taux de dilution. Ceux-ci déplacent une masse d'air beaucoup plus importante à une vitesse plus faible. Les normes soufflantes à l'avant d'un moteur moderne, visibles sur tout appareil de nouvelle génération, génèrent la majorité de la poussée en propulsant une colonne d'air massive autour du cœur du moteur plutôt qu'à travers celui-ci. Le résultat est spectaculaire. La consommation de carburant a chuté d'environ 40 à 80% par rapport aux jets de première génération. Le bruit a diminué considérablement. La fiabilité s'est améliorée de façon remarquable. Mais il y a un compromis. Les turboréacteurs à haut taux de dilution sont les plus efficaces sur des vitesses de croisière plus basses. Leur plage de performance optimale se situe autour de Mach 0,78 à 0,85. Si vous les poussez à Mach 0,90, l'efficacité s'effondre. Le moteur en est capable, mais la pénalité en carburant rend la chose économiquement irrationnelle. Les concepteurs d'avions se sont donc adaptés en conséquence. Les gros porteurs modernes croisent à Mach 0,84 jusqu'à 0,85. Les monocouloirs se situent de Mach 0,78 à 0,82. Les ailes sont optimisées pour ces vitesses plus basses, utilisant des structures plus légères, des angles de flèche moins prononcés et des matériaux composites avancés comme le fuselage en fibre de carbone du 787. Le 707 était un sprinter. Le 787 est un coureur de marathon. Et les coureurs de marathon remportent l'équation économique de l'aviation moderne à chaque fois, sans exception. Voici où toute cette histoire prend un grand tournant inattendu. Les compagnies aériennes ne se contentent pas de voler plus lentement. Elles font en sorte que les vols paraissent encore plus lents qu'ils ne le sont réellement. Depuis les années 1990, les compagnies aériennes ont systématiquement gonflé leurs horaires, publiés par une pratique connue sous le nom de schedule padding, rembourrage des horaires. Toutes les grandes compagnies le font. La raison en est d'une simplicité trompeuse. Les compagnies aériennes sont évaluées sur leur ponctualité. Un vol programmé pour 3 heures qui atterrit en 2 heures et 40 minutes se fait enregistrer comme ayant 20 minutes d'avance. Un vol programmé pour 2 heures et 35 minutes qui atterrit à 2 heures et 40 minutes est enregistré comme ayant 5 minutes de retard. Même avion, même vitesse, même performance réelle, mais un résultat statistique complètement différent. Sans ce rembourrage, le taux de retard déclaré par l'industrie monterait considérablement. Les compagnies aériennes feraient face à une cascade de conséquences. La satisfaction client chuterait. L'examen réglementaire s'intensifierait.
Et surtout, en vertu du règlement européen CE 261/2004, les compagnies aériennes doivent indemniser les passagers jusqu'à 600 € pour les retards sur les liaisons longues, avec des seuils déclenchés à partir de 3 heures selon la distance du vol. Le rembourrage des horaires réduit considérablement l'exposition financière à ces réclamations. Ed Bastian, PDG de Delta Airlines, a reconnu l'absurdité de la situation en mai 2025. Il faut désormais plus de temps dans les horaires de Delta pour voler d'Atlanta à LaGuardia qu'il n'en fallait dans les années 1950, lorsque la compagnie a ouvert cette route. Il a attribué cela en partie à une infrastructure de contrôle aérien vétuste qui impose un espacement plus large entre les avions, limitant de fait l'efficacité avec laquelle les appareils peuvent circuler dans un espace aérien congestionné. Le résultat est une étrange dualité. Les vols sont véritablement plus lents en raison du vol à indice de coût optimisé, et ils paraissent encore plus lents du fait d'un gonflement délibéré des horaires. Le passager subit les deux simultanément et ne remarque généralement ni l'un ni l'autre. L'industrie aéronautique a eu une chance définitive de choisir la vitesse plutôt que l'efficacité. Elle l'a rejetée de manière décisive. En 2001, Boeing a annoncé le Sonic Cruiser, un design radical fait pour voler en croisière à Mach 0,98, juste en dessous du mur du son. Il aurait réduit les temps de vol transatlantique d'environ 1 heure. Boeing le présentait comme l'avenir du transport long courrier. Les compagnies aériennes, elles, n'ont montré pratiquement aucun intérêt. Suite aux attentats du 11 septembre qui ont dévasté la demande de voyage, les transporteurs ont dit explicitement à Boeing « Nous ne voulons pas plus rapide, nous voulons moins cher ». Boeing a annulé le Sonic Cruiser en décembre 2002. L'équipe d'ingénierie a été réorientée vers un nouveau projet, le 7-7, que Boeing a lancé dans le cadre de son programme plus large Yellowstone. Cet avion est devenu le Boeing 787 Dreamliner, conçu de A à Z non pas pour la vitesse, mais pour l'efficacité énergétique. Des composites en fibre de carbone, des moteurs à haut taux de dilution, optimisés pour Mach 0,85. Le marché avait parlé, et il avait choisi l'économie plutôt que la vélocité. La mise hors service du Concorde en 2003 a confirmé le verdict. Bien qu'il traversât l'Atlantique en moins de 3 heures, ses coûts d'exploitation étaient astronomiques, et les restrictions liées aux bangs supersoniques interdisaient le vol supersonique au-dessus des terres. L'avion commercial le plus rapide jamais construit n'a pas pu survivre aux réalités économiques. Boom supersonique promet désormais un retour partiel à la vitesse avec l'ouverture, visant Mach 1,7 et une date potentielle de mise en service passager autour de 2029. Son démonstrateur XB1 a atteint le vol supersonique en janvier 2025. Mais avec un carnet de commandes modeste, comparé aux milliers d'avions subsoniques en production, il reste une offre de niche pour des routes premium au-dessus des océans. Ce n'est pas un renversement du ralentissement. C'est une exception qui confirme la règle. La décélération délibérée a des conséquences que les compagnies aériennes préfèrent ne pas évoquer. Des vols plus lents signifient des périodes de service plus longues pour les équipages. L'Association européenne du cockpit rapporte que 3 pilotes sur 4 ont connu des micro-sommeils en vol, un phénomène lié à des temps de service prolongés. L'Association des pilotes de Southwest Airlines a enregistré une augmentation de 330% des signalements de fatigue des pilotes rien qu'en mars 2022, en partie due à des pratiques de planification qui poussent les équipages jusqu'à leur durée de service maximale autorisée. Il existe également un paradoxe en matière de durabilité. Les compagnies aériennes présentent fréquemment les vitesses réduites comme une initiative environnementale, et cette affirmation a un véritable fondement. Une réduction de 5% de la vitesse de croisière peut diminuer les émissions de carbone d'environ 11%. L'aviation contribue à environ 2,5% des émissions mondiales de carbone, de sorte que les vols plus lents représentent une stratégie de réduction significative et immédiatement déployable. Mais des organisations de défense des consommateurs comme le BEUC en Europe ont accusé les compagnies aériennes d'éco-blanchiment, arguant que la motivation principale est la réduction des coûts et non l'action climatique. Et le ralentissement pourrait encore s'intensifier. Le carburant d'aviation durable coûte actuellement 3 à 5 fois plus cher que le kérosène conventionnel. À mesure que les compagnies aériennes opèrent leur transition vers le CAD pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici 2050, la pression économique pour voler encore plus lentement, pour économiser chaque goutte de carburant très coûteux, ne fera que croître.
Les recherches émergentes sur l'évitement des traînées de condensation suggèrent que les compagnies aériennes pourraient bientôt devoir dévier entièrement des trajectoires de vol optimales, ce qui ajouterait encore du temps pour des horaires déjà rallongés. L'avenir de l'aviation, paradoxalement, pourrait être encore plus lent qu'aujourd'hui. L'industrie aéronautique a toujours vendu la vitesse comme son produit fondamental. Plus rapide que les navires, plus rapide que les trains, plus rapide que la voiture. Les compagnies aériennes proposent désormais quelque chose de différent, que l'efficacité peut avoir plus de valeur que la vélocité, qu'arriver 45 minutes plus tard, tout en économisant des millions en carburant et en réduisant les émissions de carbone, ne représente pas un compromis, mais une optimisation. Les passagers le remarquent rarement. La différence entre Mach 0,85 et Mach 0,90 sur une traversée transatlantique de 5 heures se résume à environ 20 à 25 minutes. Intégré dans l'horaire, invisible dans l'expérience, indétectable dans le bruit de fond des retards au roulage, des circuits d'attente et de la disponibilité des portes d'embarquement. Chaque grand constructeur a suivi le signal. Le Boeing 737 MAX est optimisé pour Mach 0,79. L'Airbus A350 croise efficacement à Mach 0,85. Aucun des deux appareils ne tente d'égaler les vitesses que leurs prédécesseurs atteignaient couramment. L'indice de coût régit chaque vol. Le rembourrage des horaires régit la perception. Les moteurs à haut taux de dilution régissent la physique. Et le marché régit tout le reste. En 1958, le 707 de Paname traversait l'Atlantique en hurlant à une vitesse pouvant atteindre Mach 0,87 parce que la vitesse était le seul critère qui comptait. Le carburant était bon marché. Le temps était précieux. Les passagers payaient une fortune pour arriver plus tôt. 7 décennies plus tard, l'industrie a opéré une inversion complète. Le carburant est cher, le temps ne vaut plus rien, et les passagers payent moins pour arriver plus tard, qu'ils en aient conscience ou non. Le 707 a été construit pour distancer ses concurrents. Le 787 a été construit pour leur survivre. L'un a conquis la distance par la vélocité, l'autre conquiert les coûts par la patience. Lorsqu'un Dreamliner moderne croise à Mach 0,85 au-dessus de ce même Atlantique, il brûle environ 2 fois moins de carburant par passager, produit une fraction du bruit et arrive peut-être 30 minutes plus tard que ce qu'un 707 aurait réussi à faire à sa vitesse de croisière maximale en 1962. Les passagers ne remarquent rien. La compagnie aérienne remarque des millions d'économies. L'atmosphère remarque un volume de carbone mesurément moindre. 12 nœuds de vitesse de croisière discrètement rabotés sur chaque vol. 30 à 60 minutes de marge silencieusement ajoutées à chaque horaire. Un cost index entré dans chaque système de gestion de vol avant chaque départ, calibrant la vitesse précise à laquelle l'économie et la physique se croisent. L'industrie tout entière a ralenti au vu et au su de tous. Non par une annonce spectaculaire unique, mais par des milliers de décisions incrémentales, chacune invisible, chacune rationnelle, chacune se cumulant en une transformation qui a inversé 6 décennies de la trajectoire fondatrice de l'aviation. La question n'est pas de savoir si les compagnies aériennes peuvent voler plus vite qu'elles ne le font aujourd'hui. Elles le peuvent, de toute évidence. La question, c'est de savoir si le reste du monde a seulement remarqué qu'elles avaient cessé d'essayer. Maintenant, avant de partir, l'algorithme YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo ensuite. Alors pourquoi ne pas aller la voir ?